Bonjour à tous. Le podcast d'aujourd'hui est consacré à un résumé du livre Covid-19, la grande réinitialisation, publié en 2020 et rédigé par Klaus Schwab et Thierry Malray. Alors, Klaus Schwab et Thierry Malray sont deux personnalités connues pour avoir été respectivement fondateurs et directeurs du Forum économique mondial de Davos, c'est-à-dire ce symposium qui accueille chaque année des personnalités, des dirigeants, des chefs d'entreprise du monde entier dans le but de discuter de l'état du monde, de la marche du monde sur le plan économique, sociétal, technologique, etc. Alors, ce livre fait l'objet de beaucoup de fantasmes. Il est régulièrement au centre des théories du complot du fait de ses auteurs, en particulier de Klaus Schwab, qui est une personnalité dont on peut estimer à juste titre, qui a plus de pouvoir, qui a une certaine influence politique, médiatique, bien plus importante que certains politiciens, certains hommes politiques. Ce choix de l'ouvrage d'aujourd'hui n'est pas anodin parce que bien sûr c'est un livre qui sur internet, sur les forums fait beaucoup parler, mais peut-être que finalement peu l'ont lu, alors c'est l'occasion de se pencher un petit peu sur son contenu. Je précise que nous ne sommes pas ici pour lire entre les lignes, je vais simplement faire un résumé, un compte-rendu du contenu du livre, une synthèse qui sera conforme à l'ouvrage. Je ne suis pas ici pour interpréter les intentions présupposées des auteurs, bien sûr. Alors, précisons que le titre de l'ouvrage, The Great Reset en anglais, fait écho au nom du programme qui a été évoqué en mai 2020, alors que nous étions en pleine pandémie de Covid-19, lors du Forum économique de Davos, justement. Il s'agissait là d'un plan, d'un programme pour relancer l'économie et pour réinitialiser l'économie et de nombreux aspects de notre société moderne, de profiter de l'opportunité constituée par le Covid, par la crise, pour repartir à zéro sur certains aspects de notre société. Donc le livre est publié en juillet 2020 et il a donc pour but de discuter des conséquences de la Covid-19, des conséquences de cette crise à long terme sur notre économie mondiale, sur notre système technologique, sur l'environnement, et bien sûr de suggérer des pistes pour faire évoluer notre société dans un certain sens. Alors très simplement, le livre est assez court, il fait environ 250 pages et il est divisé en 3 parties. Il a une structure en entonnoir, c'est-à-dire que la première partie examine les aspects macro de notre société, les changements, les conséquences macro de la crise du Covid. La seconde, les conséquences micro sur les entreprises en particulier. Et puis la troisième se penche sur l'échelle individuelle. Précisons néanmoins que la première partie constitue environ les 2/3 de l'ouvrage, c'est la plus importante, la plus complète, sans doute la plus intéressante aussi, tandis que les deux autres sont assez brèves et à vrai dire contiennent essentiellement des banalités. Pour commencer, l'ouvrage insiste sur le fait que la crise Covid-19 va avoir des conséquences pendant des années. Elle va accélérer des tendances qui étaient déjà en place, elle va aggraver des difficultés sociétales de toutes sortes, des difficultés politiques, technologiques, économiques. Les auteurs insistent aussi sur le fait que les pandémies ont toujours côtoyé l'humanité. Dans l'histoire, les pandémies sont survenues, elles ont constitué parfois des menaces existentielles bien plus grandes que celles qu'a représentée la pandémie de Covid-19. Elles ont bousculé les sociétés humaines et elles ont pu constituer des départs pour des changements socio-économiques. C'était le cas de la peste noire qui a eu de grandes conséquences en Europe à la fin du Moyen-Âge. Dans certains cas, des pandémies ont ravagé des civilisations entières. C'est le cas des civilisations. Et puis, au-delà des pandémies, les auteurs soulignent que tout moment de crise profonde constitue une période pendant laquelle l'histoire s'accélère et des changements profonds peuvent se mettre en place, des changements de direction, l'apparition de nouvelles tendances ou l'accélération de tendances existantes. C'était le cas par exemple de la Seconde Guerre mondiale avec laquelle les auteurs feront pas mal de comparaisons, pas mal de parallèles au cours de l'ouvrage. Commençons avec la première partie, la réinitialisation macro. Notre société actuelle est caractérisée par 3 aspects. L'interdépendance, toutes les régions du monde sont interconnectées, toutes les entreprises et donc par conséquent tous les êtres humains. Cette interdépendance nous expose à un certain type de risques, à certains dangers spécifiques, en particulier les pandémies, et puis aussi à des dangers par exemple écologiques qui sont des conséquences de l'ampleur des activités humaines sur la Terre et pour lesquelles on ne peut répondre que via une organisation, une réponse globale.
Le deuxième aspect, c'est la vitesse. La vitesse caractérise notre monde du fait de la technologie, du fait du système économique, et elle a entre autres pour conséquence une impatience de la part des individus, de la part des individus vis-à-vis de leur gouvernement, de leurs États, des actionnaires vis-à-vis de leurs entreprises, des employés vis-à-vis de leurs patrons, etc. Et le troisième aspect, c'est la complexité. Donc la complexité qui rend possible l'apparition de signes noirs, c'est-à-dire d'événements imprévisibles qui ont des conséquences inattendues, mais aussi de signes blancs, c'est-à-dire d'événements que l'on pouvait attendre, dont on avait tout à fait les informations pour anticiper la survenue, et c'était le cas de la crise Covid-19. Sur le plan macroéconomique, à quoi doit-on s'attendre pour les années qui vont suivre la crise Covid-19 ? Eh bien, selon les auteurs, il faut d'abord s'attendre à une hausse du chômage, un chômage structurel qui va être élevé, et certaines classes de la population, comme les travailleurs peu qualifiés ou les jeunes étudiants, les travailleurs étudiants, vont être particulièrement impactés parce que les entreprises vont essayer de compenser les pertes dues à la crise avec une nouvelle vague d'automatisation. En outre, on peut s'attendre à une baisse de la croissance pour les années Covid, mais également peut-être pour les années qui vont suivre du fait de la baisse de la demande. Cela va peut-être constituer une occasion, une opportunité pour repenser le calcul de la création de richesse, c'est-à-dire la mesure du PIB. Faut-il y intégrer les activités domestiques ? Doit-on véritablement limiter notre analyse de l'évolution des pays de la société à la croissance du PIB ? Donc, il va y avoir là véritablement une opportunité pour repenser certaines choses. Ensuite, au niveau de la politique, des politiques monétaires et fiscales, on sait que les États ont dû s'endetter considérablement pour faire face à la crise et par conséquent, nous allons vraisemblablement être confrontés à une haute inflation du fait de l'importante masse monétaire qui a été créée justement pour financer les États, les dépenses des États, c'est-à-dire que la dette des États n'a plus été financée pendant la crise par des investisseurs, par des particuliers, mais par la création de monnaie issue directement des banques centrales, ou du moins en partie. Donc on peut s'attendre à une inflation ou éventuellement une déflation du fait d'une grande baisse de la demande qui bien sûr irait de pair avec une baisse du PIB. Cela inquiète également certains observateurs. Alors il faut garder à l'esprit que les pays émergents vont être particulièrement touchés par cette situation. Ils ne seront pas en mesure de rembourser leurs dettes immenses parce que leur économie a encore été plus impactée que celle des pays développés du fait qu'elle est essentiellement basée sur les secteurs primaires ou secondaires. Cela est d'autant plus grave que le prix des matières premières a baissé pendant la crise. Et les auteurs semblent craindre ici que le prix de ces matières premières, notamment du pétrole, va rester très bas dans les années à venir. Un dernier point en ce qui concerne la macroéconomie, on peut peut-être s'attendre à ce que cela provoque ou du moins accélère le déclin du dollar comme réserve de change. C'est-à-dire qu'avant, les particuliers achetaient des parts de la dette américaine pour mettre leur monnaie, leur fonds à l'abri. Mais aujourd'hui, vu l'importance de la dette du gouvernement américain, il pourrait y avoir une perte de confiance vis-à-vis du dollar. Au niveau sociétal, on peut s'attendre à ce que la crise accentue les tensions entre les populations et leur gouvernement, et particulièrement dans les pays où la crise a été mal gérée comparativement au niveau supposé de développement de richesse de ces pays. On pense en particulier à certains pays occidentaux, des pays d'Europe de l'Ouest, comme la France, le Royaume-Uni, l'Italie. Dans ces pays, la crise a été gérée de façon beaucoup plus aléatoire, de façon beaucoup plus cavalière que dans des pays d'Asie comme la Corée du Sud ou Singapour. Alors peut-être qu'on va devoir s'inspirer de ces pays pour refaire notre société. Selon les auteurs, ce qui caractérise ces nations, c'est une grande confiance des populations vis-à-vis de leur gouvernement. C'est la conscience que la solidarité entre les individus prime sur le bon fonctionnement de l'économie, etc. En outre, on voit bien que cette période de crise a fait ressortir certaines injustices sociales. Les métiers importants et pourtant mal payés, dévalorisés, se sont avérés cruciaux pendant cette période. On pense notamment aux métiers des soins de santé, mais également à tous les emplois dans le secteur secondaire de la transformation. On avait besoin que certaines usines continuent de tourner. Donc,
La crise a fait ressortir ces injustices, ces personnes qui ne pouvaient pas faire du travail à distance, qui travaillaient dans des conditions très difficiles, qui s'exposaient à des risques pour leur santé du fait de la pandémie. Et puis pensons aussi au mouvement Black Lives Matter qui a émergé aux États-Unis pendant l'été 2020, le printemps 2020 plutôt. Selon les auteurs, ce n'est pas un hasard si ce mouvement a éclaté en pleine période Covid, alors que George Floyd n'était pas le premier Afro-Américain à se faire abattre de cette façon par la police. En réalité, si ce mouvement, si cet accès de colère a éclaté pendant cette période, c'est parce que la pandémie avait juste avant rappelé les injustices sociales, les différences entre les communautés, car par exemple les Afro-Américains avaient été plus exposés, avaient connu un taux de mortalité bien plus important dû au Covid. Donc on peut imaginer que c'est une occasion pour reconvaincre les États, les gouvernements à se faire plus interventionnistes pour notamment lutter contre les injustices, pour faire des investissements dans les domaines qui ont une importance sociétale. On rappellera que toutes les périodes de crise ont forcé plutôt les États à faire de l'interventionnisme, à être très présents. On pense à la crise de 29 qui avait été résolue par des plans d'investissement massifs. On se rappelle du New Deal de Franklin Roosevelt ou de la politique d'États européens ou américains pendant la Seconde Guerre mondiale et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour rétablir l'économie. De manière générale aussi, on peut penser que cela va présenter une occasion de renégocier, de rediscuter du contrat social entre les citoyens et leur gouvernement, d'autant quand on voit l'activisme de toutes sortes qui a émergé pendant cette période. Sur le plan politique et géopolitique, ce qui semble tracasser Schwab et Malray ici, c'est que la mondialisation semble menacée, semble remise en question. Alors, en effet, déjà avant, il y avait cette tendance, même si on ne la voit pas forcément, d'aller à l'encontre de la mondialisation telle qu'elle avait été imaginée quelques décennies plus tôt. C'est-à-dire qu'en fait, les chaînes d'approvisionnement, contrairement à ce que l'on croit, avaient tendance à se régionaliser. Donc on avait plutôt, depuis un certain nombre d'années, une régionalisation plutôt qu'une mondialisation. Par exemple, en Europe, la plupart des échanges se faisaient de plus en plus au sein de l'Union européenne. En Amérique du Nord, au sein de l'ALENA. Puis au-delà de ça, les années 2010 ont vu arriver au pouvoir beaucoup de gouvernements ou de politiciens qui remettaient en question cette mondialisation, parfois sur un fond de nationalisme ou non. On pense bien sûr à l'élection de Donald Trump et d'autres plus axés vers le protectionnisme. Donc la mondialisation pourrait être remise en question, elle pourrait être menacée. Et il n'est pas exclu que des mouvements de gauche et des mouvements écologistes se joignent à cette critique de la mondialisation pour des motifs bien sûr bien différents. Le protectionnisme, ça peut être un moyen de protéger l'environnement, la limitation des échanges mondiaux, bien sûr. Pour terminer avec la géopolitique, notons que cette période voit une aggravation des tensions entre les États-Unis et la Chine, ce qui bien sûr ne permet même pas d'envisager l'établissement d'une réelle gouvernance mondiale, ce que les auteurs déplorent. On en vient ensuite aux questions environnementales. Alors là, on peut effectivement constater qu'il y a des parallèles à faire entre la crise environnementale, la crise écologique et la crise sanitaire liée au Covid-19. En effet, dans les deux cas, ce sont ce qu'on peut appeler des signes blancs. C'était des problèmes qu'on peut anticiper, qu'on voyait venir, mais par rapport auxquels il est difficile de se préparer parce que ce sont des problèmes globaux qui nécessitent une approche systémique et puis qui surtout concernent une menace qui n'est pas directement visible, qui reste abstraite à moins d'en subir les conséquences directes. De plus, ces deux types de menaces, la menace sanitaire et la menace environnementale, se renforcent l'une l'autre. Dans le cas du Covid, la pollution atmosphérique notamment, fragilise le système immunitaire, mais également le système respiratoire des individus et donc les rend plus vulnérables en cas de maladie liée au virus SARS-CoV-2. En outre, toujours dans le domaine de la crise environnementale, des processus comme la déforestation rendent l'humanité, les sociétés humaines, plus vulnérables à des risques de maladies zoonotiques, c'est-à-dire que des parasites qui se trouvent par exemple dans la forêt amazonienne doivent rechercher de nouveaux hôtes, doivent rechercher de nouveaux milieux dans lesquels évoluer, s'adapter, et donc finissent comme ça l'a probablement été le cas avec le coronavirus. Alors quel a été pour autant l'impact de la crise Covid-19 sur l'environnement ?
On a pu dire à un moment donné que celle-ci allait avoir un impact positif, notamment une diminution des émissions de gaz à effet de serre. En fait, à l'heure où l'ouvrage est publié, les diminutions de l'année 2020 par rapport à l'année précédente sont estimées à 8%. 8% en moins d'émissions de gaz à effet de serre alors qu'on a eu un confinement très strict, généralisé, mondial, qui a duré plusieurs mois. Donc c'est un résultat finalement assez décevant. Et par contre, on peut craindre que la gestion, la réponse politique, institutionnelle, des entreprises aussi à la crise environnementale va passer au second plan, avec les difficultés qui vont venir, les difficultés économiques des années à venir. On peut penser quand même, un peu plus optimiste, que certains gouvernements éclairés vont tenter de profiter à nouveau de l'opportunité présentée par la crise pour créer un nouveau modèle de société plus respectueux, plus durable par rapport à l'environnement. On peut aussi penser que l'activisme qui a continué à se développer va pouvoir jouer un rôle pour changer les mentalités, pour changer également les modes de procéder des entreprises. On reviendra un peu plus loin dans la partie micro de l'impact que les activistes peuvent avoir sur les entreprises. Enfin, en ce qui concerne la thématique technologique, on le sait, la technologie a été d'une grosse utilité pendant la crise et nous a permis de télétravailler, de nous divertir grâce aux technologies, grâce à Internet. Et puis aussi, les technologies ont connu une accélération de leur adoption, de leur développement. En général, on considère que les quelques mois de la première vague de Covid-19 ont permis de faire gagner 2 ans aux technologies, 2 ans au développement et à l'adoption de ces technologies. C'est aussi à mettre en parallèle avec le fait que les États, pendant cette période, ont dû adopter des régulations plus souples par rapport à celles-ci pour permettre de combler justement ce qui n'était plus possible de faire en période de confinement. On aborde ensuite l'épineuse question du traçage. Donc le traçage des contaminations de Covid, mais également le traçage des individus. Alors ici, il convient de souligner que les auteurs dénoncent sans réserve les pratiques d'États autoritaires comme la Chine, donc des pratiques de tracking très autoritaires, très contraignantes, mais par contre, ils sont effectivement partisans de ce qui a été mis en place dans des pays comme Singapour, l'application Trace Together qui était beaucoup plus souple et permettait une adoption volontaire de la part des citoyens. Alors après cette longue première partie, on arrive à la réinitialisation micro, donc qui concerne les industries et les entreprises. Donc celles-ci vont devoir s'adapter dans les années à venir à 4 ou 5 gros changements. Le premier est l'accélération de la numérisation. On l'a vu, le télétravail, les applications de type permettant le développement des activités de type business to consumer ou business to business, tout cela va se développer encore plus vite et les entreprises qui veulent rester dans le jeu doivent suivre cette évolution selon les auteurs. Le deuxième point, c'est que les entreprises et les industries vont devoir chercher à établir des chaînes d'approvisionnement résilientes. Donc, on ne peut pas se permettre que des frontières soient fermées et que des chaînes d'approvisionnement soient complètement bloquées. Le troisième point, c'est le rôle des États vis-à-vis des entreprises. Donc, bien sûr, les États ont soutenu beaucoup de secteurs sur le plan financier, des secteurs comme les compagnies aériennes, la restauration, tous des secteurs qui étaient fortement impactés par la crise Covid-19. Mais en échange, les États attendent de ceci un retour, et cela notamment à travers ce qu'on appelle, et ça nous mène au quatrième point, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les ESG. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, par exemple, qu'une entreprise qui a été aidée financièrement pendant la crise s'empresse de reverser des dividendes à ses actionnaires au lieu d'augmenter ses employés. Et puis, cette responsabilité sociétale des entreprises est soumise à un bien plus large spectre de la société, donc qui dépasse juste le jugement des États, puisque de nos jours, ces entreprises sont soumises au jugement des parties prenantes, c'est-à-dire aussi les consommateurs, les clients, leurs sous-traitants. Donc, les entreprises ont le devoir, ont la nécessité plutôt aujourd'hui d'avoir une bonne réputation, d'avoir la réputation d'une entreprise qui traite bien ses employés, qui est respectueuse de l'environnement, etc. De manière générale, on peut dire que les petites entreprises vont être soumises à des pressions plus grosses, elles ont moins de réserves, elles ont moins de possibilités de survivre que les grosses entreprises. Donc on peut penser ou craindre, selon les points de vue, qu'on va avoir une concentration de l'activité économique dans des entreprises plus grosses et qu'il y aura moins d'entreprises. Bien sûr, des secteurs vont être plus que d'autres amenés à se réinventer, à se repenser.
C'est le secteur des compagnies aériennes, le secteur de l'immobilier. Est-ce que l'immobilier va être plus dynamique dans les villes ou dans les campagnes après la crise? Le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, faut-il développer davantage la restauration à emporter? Le commerce de détail, faut-il proposer plus de produits pour permettre aux gens de cuisiner par eux-mêmes puisque cela s'est développé pendant la crise, etc. On arrive enfin à la troisième partie qui est celle de la réinitialisation individuelle, c'est-à-dire à l'échelle individuelle. Alors la crise a fait ressortir le meilleur de nous, c'est-à-dire on a vu sur internet des moments de solidarité, des moments de vivre ensemble, on se rappelle de ces vidéos de chanteurs sur les balcons en Italie par exemple, ces groupes Facebook dans lesquels les gens échangeaient des photos, des points de vue de leur balcon, etc. Mais on a aussi vu le pire pendant la crise. On a vu des comportements égoïstes, des comportements d'hystérie. On se rappelle de ces gens se ruant sur les supermarchés, des moments de violence, et puis bien sûr la désinformation, les théories du complot. Donc on a vu le meilleur et le pire de l'être humain. Et on peut dire aussi que pour tout le monde, la crise nous a imposé une période de réflexion sur nos priorités, sur nos choix de vie. Elle a aussi été un moment de développement de la créativité pour certaines personnes. Ici, les auteurs rappellent que des artistes ou des scientifiques célèbres dans l'histoire, comme Newton ou Shakespeare, auraient avancé de façon significative dans leurs travaux pendant justement des périodes de pandémie, pendant lesquelles ils ont été forcés à se retirer du monde. Ensuite, on parle du rapport à la consommation, du rapport à la nature qui a évolué pendant les confinements, etc. Voilà, et les auteurs concluent l'ouvrage en appelant à mettre en place sans tarder la grande réinitialisation afin que le monde de demain soit plus résilient, plus juste, plus équitable, bien que, vous l'avez compris, et c'est sur cette base que je vais faire ma conclusion personnelle, vous l'avez compris, cet ouvrage n'est pas un plan, cet ouvrage ne comporte pas de programme, de véritable projet. C'est avant tout un ouvrage qui recense des évolutions, des changements à venir, et qu'il le fait dans une certaine mesure de façon orientée, c'est-à-dire que le point de vue des auteurs n'est pas inexistant, on le sent, il est palpable. Il y a bien sûr des suggestions, mais ça s'arrête là, il n'y a pas de plan, pas véritablement de mode d'emploi à mettre en place. D'ailleurs, Jean-Christophe Graz, professeur de relations internationales à l'université de Lausanne, a qualifié ce livre, je cite, de livre de gourou du management qui pense pouvoir conceptualiser les grands changements économiques et sociétaux. Et je pense que cette citation, ces termes résument assez bien l'ouvrage, qui n'est pas inintéressant, qui n'est pas mauvais, qui présente une analyse assez concise, assez efficace des tendances de notre société, de comment la crise Covid-19 pourrait les impacter. Mais c'est un ouvrage issu de personnalités, disons, suprapolitiques, comme on en a en France avec Jacques Attali, mais ce sont finalement des considérations assez générales et peu pratiques. Enfin, finissons en soulignant qu'on a le privilège de lire cet ouvrage avec 2 ans de recul. Donc il est sorti en plein pendant la crise. On ne savait pas à l'époque combien de temps la pandémie allait durer, combien de temps il faudrait pour retrouver à peu près une vie normale. Et on peut déjà juger de la pertinence ou non des anticipations, des prédictions, si on peut dire, faites dans le livre. Pour autant, 2 ans de recul, ce n'est pas beaucoup, surtout en ce qui concerne des changements économiques, sociétaux, écologiques et technologiques. Et de plus, il ne faut pas perdre de vue que notre contexte actuel, à l'heure où je fais cette vidéo, a été bousculé par la guerre en Ukraine et ses conséquences. Alors par exemple, en ce qui concerne l'inflation, oui, les auteurs du livre avaient prédit une haute inflation du fait de la dette générée pendant la crise Covid. En réalité, l'inflation que nous connaissons aujourd'hui est due à la guerre en Ukraine. Ce que les auteurs, a priori, n'ont pas forcément anticipé, c'est par exemple que le chômage, contrairement à ce qu'ils ont annoncé, serait très bas dans les années qui suivraient le Covid, du fait justement des investissements massifs que les États ont mis en place pour justement relancer l'économie après la crise. Néanmoins, cela fait plusieurs mois que des experts et des économistes annoncent que cette situation ne va pas durer et qu'on va vers une grosse récession économique, et ce même avant la guerre en Ukraine. Donc à nouveau, il faudra plus d'années de recul pour véritablement juger de la pertinence de l'ouvrage. On peut parler d'autre chose, de la baisse des valeurs technologiques, or que les auteurs pensaient que les valeurs des actions de la big tech ne feraient que monter, continueraient de monter, le prix des matières premières qui pour le coup, est devenu très élevé à nouveau à cause de la guerre en Ukraine, etc. En ce qui concerne les changements des habitudes sociales ou individuelles, les auteurs aussi semblent véritablement penser dans leur livre
que la crise du Covid a définitivement bousculé certaines habitudes, que les gens ne vont pas forcément recommencer à aller au restaurant, à sortir ensemble, à faire des soirées. En fait, aujourd'hui, 2 ans plus tard, il semble que tout est revenu à peu près à la normale. Oui, certaines évolutions sont restées de mise. Le télétravail est devenu une réalité pour beaucoup de travailleurs du secteur tertiaire. Le terme d'autotest fait désormais partie de notre vocabulaire courant. Mais globalement, on ne peut pas dire que l'économie de la restauration, de l'hôtellerie, les habitudes sociales, les loisirs des populations aient véritablement été changées à ce point. Néanmoins, à nouveau, il faut rester prudent et voir Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, à nouveau, je rappelle que celle-ci n'avait pas pour but de se positionner par rapport aux théories qui tournent sur Internet par rapport à cet ouvrage, par rapport à Klaus Schwab, qui par ailleurs est devenu célèbre du fait de tous les mèmes qui ont circulé à son sujet. Il est vrai que sa personnalité renvoie quelque chose d'assez lugubre, assez peu engageant. Ici, j'avais uniquement pour objectif de vous présenter un résumé du contenu de cet ouvrage avec quelques éléments de critique, quelques éléments de réflexion et pas plus. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour de nouveau de la sorte. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur.